Eh bien, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Les participants vont arriver au fur et à mesure, mais on va pouvoir commencer. Eh bien, bonjour et bienvenue à toutes et tous. Très content de vous voir aussi nombreux pour cette webconférence intitulée La laïcité, un principe mal compris ou mal appliqué. Un petit point logistique avant de démarrer, simplement pour vous dire que vos micros ont été coupés afin d'éviter les effets d'écho. Vous pourrez les réactiver éventuellement au moment des questions. Pour vous indiquer également que cette webconférence est enregistrée, voilà, pour qu'on puisse ensuite utiliser la captation vidéo sur le site internet du collectif Ensemble on fait quoi. Si vous ne voulez pas apparaître, il n'y a aucun problème, simplement pensez dans ce cas-là à bien couper votre caméra. Et puis enfin, un dernier point pour vous indiquer de bien vous renommer dès que possible, avec votre nom, votre prénom et la structure dans laquelle vous travaillez, afin de faciliter l'émargement. Voilà, donc cette conférence du jour avec Monsieur Nicolas Cadenne, que je vais présenter dans 2 minutes. C'est donc une conférence qui vous est proposée par le collectif Ensemble on fait quoi? Alors, un certain nombre d'entre vous commencent à bien connaître le collectif, mais peut-être pour quelques nouveaux, quelques mots de présentation du collectif, pour vous dire qu'il a donc été constitué en 2015, ce collectif suite aux attentats, avec le constat que les acteurs de l'action sociale et du secteur socio-éducatif n'étaient pas toujours bien outillés ou étaient parfois peu outillés face à un certain nombre de sujets de société, et donc avec l'envie d'aborder ces sujets de société à travers des conférences. Donc à travers des thématiques assez variées, des thématiques de citoyenneté ou de laïcité, comme ça va être le cas aujourd'hui, sur des questions de radicalisation, des différents types de radicalité qui peuvent exister, ou encore sur des enjeux autour du conspirationnisme, de l'éducation aux médias et à l'information, sur les fake news, où on essaye d'apprendre aux jeunes et en fait aux professionnels qui travaillent avec les jeunes des moyens de décrypter l'information et justement de ne pas diffuser des fake news. On aura notamment une conférence là-dessus, ce sera la prochaine conférence du collectif avec Rudi Reichstadt le 21 janvier. On vous en dira plus très prochainement. Voilà, donc l'objectif, c'est un petit peu de partager de la connaissance et d'essayer de s'outiller collectivement sur ces questions en s'appuyant sur des professionnels experts de ces sujets. Le collectif est composé de plusieurs structures engagées sur ces questions, donc l'association Itinéraire, le Centre de ressources pour la prévention des radicalités sociales, CRPRS, que je représente, l'association de prévention spécialisée, l'APSN, et puis l'IRTS pardon, Hauts-de-France, qui nous accueille régulièrement pour des conférences lorsqu'il est possible de les réaliser en présentiel. Le collectif propose quand même plusieurs conférences par an, donc n'hésitez pas à les retrouver, elles sont accessibles à tous. Et vous pouvez les retrouver en replay sur le site internet du collectif. On va vous partager un lien dans le chat. On va vous partager le. Ouais. Vous m'entendiez plus, c'est bon, vous m'entendez désormais? C'est parfait, il y a eu un petit problème de son, c'est pas grave du tout. Je suis bien là. Je disais donc, voilà, on va vous partager dans le chat le lien pour accéder aux différentes conférences qui ont déjà eu lieu avec le collectif. Je remercie simplement l'association Itinéraire et notamment Maïmouna qui est avec nous et qui nous assiste aujourd'hui, mais aussi Jérôme et Rémi qui nous ont aidés dans l'organisation de cette conférence. Et puis je remercie mes collègues de l'IREV, Khadija Vianney et Ingrid, ainsi que Morgane Petit, directrice de l'IREV. Voilà, merci à tous les quatre de m'assister aujourd'hui pour cette conférence donc avec Monsieur Cadenne. Nous sommes très heureux de le recevoir, donc juriste et spécialiste de la laïcité. Alors ça fait un petit moment que le collectif voulait inviter Monsieur Cadenne, parce que la question de la laïcité avait déjà été abordée, mais plutôt à travers une approche sociologique, notamment avec Bruno Michon ou avec Ismail Ferrat, et par des approches aussi philosophiques avec une conférence il y a quelques années de Joël Roman. Il nous paraissait important de l'aborder désormais à travers un nouveau prisme, à savoir cette fois-ci le prisme plutôt juridique. Et donc, Monsieur Cadenne tombe à point nommé puisqu'il a été rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité
de 2013 à 2021. Et donc, il a été le référent principal du gouvernement sur les questions de laïcité et de l'application du principe de laïcité. Monsieur Cadenne a participé à l'élaboration de différents guides sur ce sujet. Il y a un guide qui pourrait intéresser pas mal de personnes, à mon avis, présentes aujourd'hui. C'est le guide laïcité et gestion du fait religieux dans les structures socio-éducatives, puisque je crois savoir que beaucoup de participants travaillent dans ce secteur. On vous partage le lien vers ce guide dans le chat. Monsieur Cadenne a également participé à la conception du plan de formation Valeurs de la République et laïcité, le plan VRL, que vous connaissez peut-être, qui est un plan de formation à l'échelle nationale diffusé dans les territoires à travers l'Agence nationale de cohésion des territoires, l'ANCT, et donc un plan à destination de tous les professionnels et bénévoles qui peuvent être concernés par l'application de la laïcité et qui permet à chacun de se mettre au clair avec ce principe, de savoir comment l'appliquer sereinement dans l'exercice de ses fonctions. Euh, on en parlera peut-être avec Monsieur Cadenne au cours de cette conférence. Et puis, vous dire voilà, que Nicolas Cadenne est également assez présent sur la scène médiatique. On vous partage dans le chat une participation récente à une émission de France Inter sur l'enseignement de la laïcité à l'école. On en parlera peut-être également durant cette conférence. Et puis, un ouvrage sorti en 2020 dont une réédition revue et augmentée est sortie en 2023. On va vous partager également le lien dans le chat. Ouvrage qui s'appelle En finir avec les idées fausses sur la laïcité. C'est aux éditions de l'Atelier. Et l'ouvrage est empruntable à l'IREV, donc n'hésitez pas à nous contacter pour l'emprunter si ça vous intéresse. Voilà, aujourd'hui, on va revenir avant toute chose sur quelques définitions et puis sur quelques bases juridiques sur lesquelles le principe de laïcité repose. Et puis M. Cadenne parlera sans doute de la situation actuelle avec les tensions sociétales qui peuvent être soulevées par l'application de la laïcité, avant de voir peut-être quelques exemples concrets justement pour vous, professionnels du travail social et du secteur socio-éducatif, des pistes et des solutions à envisager pour ces professionnels-là pour pouvoir appliquer la laïcité correctement et je dirais sereinement. Voilà. Vous pourrez bien sûr poser vos questions après la prise de parole de Monsieur Cadenne. Voilà, on aura un temps d'échange de 30-40 minutes. Donc pour poser vos questions, vous pouvez soit les poser directement sur le chat, et nous avons donc Maïmouna et Ingrid qui feront remonter ces questions à la fin, soit activer l'option lever la main sur votre visio, et on tâchera de vous donner la parole pour que vous puissiez réactiver votre micro à ce moment-là. Simplement, essayez de limiter votre question dans ce cas-là à 30-40 secondes pour qu'on puisse prendre plusieurs questions. Voilà, vous êtes très nombreux, donc on ne pourra pas prendre toutes les questions, mais on essaiera de faire au mieux pour faire remonter les questions les plus pertinentes. Je n'en dis pas plus. Monsieur Cadenne, je vous laisse la parole et je vous remercie toutes et tous de participer à cette conférence. Monsieur Cadenne, c'est à vous. Merci beaucoup et bonjour à toutes et tous. Merci pour cette présentation, merci pour cette invitation, cette sollicitation pour intervenir sur la laïcité, sur sa pratique, notamment face aux enjeux d'aujourd'hui dans le contexte que l'on connaît. Avant de commencer mon exposé, je vais compléter un petit peu la présentation qui a été faite pour rappeler d'où précisément je parle. Effectivement, j'ai été, durant les 8 années de l'existence de l'Observatoire de la laïcité, son rapporteur général, donc cette instance qui avait été créée en 2007 par un décret de Villepin et Jacques Chirac, n'a été installée finalement qu'en 2013 par le président de la République François Hollande. Et donc, sa mission s'est terminée, a été arrêtée en 2021. C'était une commission consultative transpartisane placée auprès des premiers ministres successifs, composée de parlementaires des différents bords, de l'opposition comme de la majorité, et également de hauts fonctionnaires, c'est-à-dire tous les directeurs ou secrétaires généraux ou directrices et secrétaires générales des différents ministères concernés, des 8 grandes administrations centrales directement concernées, et puis également composé de personnalités qualifiées nommées en raison de leurs travaux sur le sujet de la laïcité ou du fait religieux, qui étaient des membres du Conseil d'État, du Conseil supérieur de la magistrature, des sociologues, des anthropologues, des représentants du monde du travail ou des collectivités locales. L'Observatoire de la laïcité avait essentiellement 4 missions.
Premièrement, bien sûr, d'établir un état des lieux très précis sur le respect ou non du principe de laïcité dans tous les secteurs, en s'appuyant pour ce faire sur les remontées des administrations déconcentrées, décentralisées, centrales, mais aussi sur des enquêtes qualitatives et quantitatives, mais aussi sur des auditions d'acteurs de terrain, mais enfin aussi par des déplacements de terrain, puisque moi-même, mais aussi d'autres membres de l'Observatoire, nous étions très, très présents sur le terrain. J'étais 2 à 4 fois par semaine, à 5 fois par semaine même, sur le terrain. Donc, j'étais assez peu dans les bureaux. J'étais plus souvent un peu partout en France. On a été dans tous les départements pour donc s'assurer de ce qui se passait sur le terrain et savoir comment y répondre. La deuxième mission, c'était de conseiller les gouvernements successifs sur toute action politique publique qui concernait la laïcité et la gestion des faits religieux. Par exemple, on avait participé à la rédaction de la charte de la laïcité et sa mise en place à l'école en 2013, charte de la laïcité à l'école. On avait installé des référents laïcité dans toutes les administrations dès 2014. Enfin, on avait commencé à les installer dès 2014. On a instauré en 2015 la Journée nationale de la laïcité. On a participé à la mise en place de l'enseignement moral et civique, le MC, à l'école. On a permis aussi pas mal d'évolutions d'ordre réglementaire ou législatif, comme par exemple l'abrogation du délit de blasphème en Alsace-Moselle, mais aussi comme le renforcement des contrôles de l'enseignement hors contrat ou d'autres évolutions comme l'obligation pour tous les aumôniers rémunérés et tous les ministres du culte étrangers, notamment les imams détachés, mais pas que, à suivre des formations à la laïcité. Voici quelques exemples. Troisième de nos missions, c'était d'informer le grand public et d'être à son service. Donc, nous répondions à toute sollicitation et demande d'information sur la laïcité qui émanait de citoyens, d'associations, d'administrations, de collectivités locales dans un délai très court, 48 heures maximum. Et puis également, nous répondions à des tribunaux qui pouvaient nous saisir en amont de la rédaction d'un jugement. Et dans ce cadre de cette mission d'information, nous éditions effectivement, nous publions énormément de guides pratiques pour notamment rappeler, ça a été dit, ce que la laïcité permettait, ce qu'elle interdisait éventuellement, et pour répondre à un maximum de problématiques liées à la pratique de la laïcité ou à la gestion des faits religieux. Tout cela était sur un site internet qui s'appelait laïcité.gouv.fr, qui est toujours accessible, même si ce n'est plus celui de l'Observatoire de la laïcité. Et c'était donc à l'époque le site le plus consulté de la plateforme gouvernementale parce qu'on sait combien les questions de laïcité sont vives. Et la quatrième mission de l'Observatoire, c'était finalement de former le plus grand nombre. Et donc, en ce sens, nous avions incité à démultiplier, nous avions aidé à démultiplier les diplômes universitaires partout en France. On a aujourd'hui 34 sur la laïcité. Et puis, nous avions initié, recommandé, initié, et puis co-conçu, co-rédigé des plans nationaux de formation, dont celui qui a été cité, le plan national Valeurs de la République et laïcité, dont nous avions confié à l'époque le pilotage au CGET, devenu depuis l'ANCT. On avait également fait des plans de formation avec, bien sûr, le CNFPT, plus précisément pour les agents territoriaux. Aujourd'hui, d'ailleurs, vous avez un plan national pour les agents publics de l'État sur la plateforme Mentor, qui s'appuie largement sur ce qu'a pu faire à l'époque l'Observatoire de la laïcité. Voilà, donc ça, c'était pour vous dire d'où je venais, d'où je parlais. Et j'ai effectivement aussi rédigé un certain nombre d'articles ou de livres sur le sujet. Et puis, après l'Observatoire, on a fondé avec un certain nombre d'universitaires et d'acteurs de terrain la Vigie de la laïcité, qui est une association qui continue autant que possible d'aider les acteurs de terrain en se déplaçant, si c'est possible, sur le terrain également. Alors, tout cela pour en venir au sujet du jour. La laïcité, sujet que vous savez ô combien sensible, éminemment sensible, très présent dans le débat public, trop souvent sans doute traité par le biais de la polémique, sujet qui touche à des convictions, aux convictions de chacun personnel et qui dès lors conduit trop souvent à des interprétations multiples, mais c'est en même temps tout à fait naturel. Et je cite souvent à ce propos le doyen Jean Rivero, qui déjà en 1949, dans un article de droit, écrivait et parlait de la laïcité en disant que c'était un mot qui sentait la poudre. Et il poursuivait en rappelant combien ce grand principe républicain éveille des résonances passionnelles contradictoires. Mais il précisait que le seuil du droit franchi, eh bien finalement les disputes s'apaisent. Parce que pour le juriste, la définition de la laïcité ne soulève pas tant de difficultés majeures, même si, en revanche, des conceptions fort différentes peuvent être développées par des intellectuels ou des politiques.
Et encore aujourd'hui, effectivement, en 2024, donc de nombreuses années plus tard, on en est toujours un peu là, avec cette notion de laïcité qui est toujours, je l'ai dit, l'objet de débats particulièrement vifs, parce qu'il y a des débats vifs, parce que, outre la confusion qui est faite très souvent entre le cadre laïque et les problèmes de société, donc confusion sur laquelle je reviendrai, c'est aussi parce que chacun a tendance, en ce domaine, à identifier sa propre vision subjective à la laïcité dans l'absolu. Et en fait, pour ce qui est de son application concrète et quotidienne, pour ce qui vous concerne en tant que praticien de la laïcité, euh, eh ben on doit s'en tenir à la laïcité telle qu'elle est définie en droit et en fait telle qu'elle découle de notre histoire, parce que le droit, il vient pas de nulle part, il découle de notre histoire et de réflexions philosophiques notamment denses et de réalités historiques sur lesquelles je reviendrai rapidement. Donc, il en découle un droit qui a été repris par notre Constitution, et de ce point de vue-là, du point de vue juridique, il n'y a qu'une seule laïcité. Il peut y avoir encore aujourd'hui une multitude d'interprétations intellectuelles et philosophiques de la laïcité. Il y en avait déjà au moment même de sa conception, mais si on s'en tient à la laïcité telle qu'elle est définie en droit et telle qu'elle doit donc s'appliquer, il n'y en a qu'une qui a dès lors pas besoin d'être adjectivée, mais néanmoins, cette définition juridique est profondément peu connue, voire méconnue, au sein d'une grande partie de la société. Pour l'essentiel, la définition juridique de la laïcité, elle découle de quelques textes, de 5 textes fondamentaux, les articles 1er et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, article sur l'égalité des droits, sur la liberté de chacun et celle d'autrui, et sur la liberté de manifester ses convictions, même religieuses, dit le texte. Puis vous avez les lois Ferry de 1880-1882, complétées par la loi Goblet de 1886, qui instaure, vous le savez, la laïcité à l'école, l'école publique et laïque, et la scolarisation obligatoire. Et puis, bien sûr, vous avez la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises, hein, avec un « et » majuscule et au pluriel pour parler en fait des organisations religieuses, quelles qu'elles soient, et de l'État, séparation des églises et de l'État. Par la suite, il y a eu une jurisprudence, il y a toujours une jurisprudence importante, en particulier du Conseil d'État, qui est considéré comme le véritable régulateur de la laïcité en France, et qui permet de préciser l'application concrète de ce principe de laïcité face à des situations toujours nouvelles. Forcément, la société évolue. Et puis, il y a aussi, outre la jurisprudence, des évolutions législatives parfois qui ont pu être apportées sur des aspects généralement d'ordre pratique et technique, et puis 2 fois de façon plus importante concernant certains usagers, avec la loi du 15 mars 2004, bien sûr, qui interdit aux élèves des écoles, collèges et lycées publics de manifester ostensiblement leur appartenance religieuse par le port de signes ou tenues. Nous y reviendrons. Et puis, il y a aussi plus récemment la loi dite séparatisme du 24 août 2021. La date n'est pas forcément heureuse, mais on y reviendra. Et qui, elle, concerne davantage les associations cultuelles. Du droit positif français, le débat public retient pour l'essentiel la loi du 9 décembre 1905, et c'est bien naturel, même si le mot laïcité n'apparaît pas dans la loi, c'est bien naturel parce que c'est bien cette loi qui définit et qui synthétise le cadre général laïque français. Français parce qu'il y a d'autres types de laïcité dans le monde, on peut peut-être en parler, mais là, évidemment, on s'en tient à la laïcité telle qu'elle est définie en droit. Ce cadre laïque français, il repose juridiquement sur 3 fondements essentiels. Bon, d'abord la liberté de conscience qui suppose la liberté de religion et de culte, mais tout autant la liberté vis-à-vis de la religion et la liberté de manifester ses convictions, qu'elles soient religieuses ou non, toujours dans les limites du respect de l'ordre public. Donc en France, on peut tout autant pratiquer et promouvoir une religion que l'on peut aussi contester et critiquer une religion. Tout cela devant se faire dans le respect mutuel, donc sans insulte, sans diffamation, sans appel à la haine, etc. Le deuxième fondement, c'est la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses. Et c'est de cette séparation que découle la stricte neutralité de l'État et de l'administration publique, et non celle des usagers, comme on l'entend souvent à tort. On y reviendra. Le troisième fondement, c'est l'égalité de toutes et tous devant la loi, devant l'administration publique, laïque, donc, quelles que soient donc les convictions ou croyances de chacun.
Cette égalité garantie par cette stricte neutralité de l'administration publique et aussi parce que l'État devenu laïque est dès lors devenu tout à fait, non pas opposé, mais tout à fait indifférent aux convictions, aux croyances des uns et des autres. Ça ne doit pas rentrer en ligne de compte quant à la délivrance des services publics, évidemment. Et c'est de cet ensemble de fondements que découle la garantie du respect de l'autre dans sa conviction ou de sa croyance, qui est rappelée par notre Constitution, mais aussi que découle notre citoyenneté commune, qui suppose les mêmes droits et les mêmes devoirs pour toutes et tous. Et ce sont ces deux dynamiques qui contribuent à l'idéal républicain de fraternité. Donc, la laïcité n'est pas tout à fait, contrairement à ce qui est parfois avancé, y compris surtout peut-être dans pas mal de médias, c'est pas une simple valeur supplémentaire que l'on apprécierait subjectivement et qu'on ajouterait au triptyque républicain. C'est plus précisément un principe juridique, politique, philosophique, politique au sens d'organisation de la vie en société, qui vis-à-vis des convictions et des croyances va permettre la parfaite déclinaison de notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Donc c'est un principe qui emporte des valeurs plutôt qu'une valeur en tant que telle. Et permettez ici une petite parenthèse. Pour ma part, j'emploie pas le mot de tolérance, même si souvent on parle de tolérance quand on parle de laïcité, parce que, à mon sens, c'est tout à fait insuffisant. Le révolutionnaire et député Mirabeau déclarait en 1789, la tolérance, c'est le fait du prince. Ça me paraît très juste parce que la tolérance, ça suppose quelqu'un qui tolère et un autre qui soit toléré. Sauf que celui qui tolère aujourd'hui peut demain ne plus tolérer. Et c'est pour cela que Rabot-Saint-Étienne, pasteur protestant devenu lui aussi révolutionnaire et député, s'opposait lui-même à ce terme de tolérance, et c'est d'ailleurs un des principaux rédacteurs de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et il ajoutait que le mot tolérance, en fait, renvoyait finalement à des citoyens qui seraient dignes de pitié, à des coupables auxquels on pardonne ce que le hasard souvent et l'éducation ont amené à penser d'une autre manière. Donc c'est vrai que le mot tolérance est sans doute très insuffisant quand on parle de laïcité. Mieux vaut parler de respect plutôt que de tolérance. Si nous mettons de côté ces prémices à la laïcité qui remontent à l'Antiquité, même si bien sûr le mot n'existait pas, l'idée moderne de laïcité est plutôt née il y a plus de 300 ans, même si là encore le mot n'existait toujours pas. Au XVIIe siècle, avec certains philosophes comme le philosophe protestant Pierre Bayle, mais aussi le théologien américain Roger Williams, qui furent parmi ses premiers penseurs et puis suivis de très près par les philosophes majeurs que sont Baruch Spinoza et John Locke, et puis, euh, et puis ensuite, bien sûr, les philosophes des Lumières. Mais je vous ai évoqué par exemple Roger Williams. Donc dès 1637, cette personnalité américaine, enfin de ce qu'allait devenir les États-Unis d'Amérique, a mis en œuvre ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une laïcité à la française dans sa ville de Providence en 1637, donc dans le futur État du Rhode Island, dans les futurs États-Unis d'Amérique. Donc c'est pas tout récent et ce n'est pas que français, évidemment. Et après, je vous l'ai dit, on ne peut que évoquer les philosophes des Lumières, Voltaire, Rousseau, puis Diderot, puis Condorcet aussi, sans oublier l'influence des libres penseurs qui, depuis l'Antiquité jusqu'à la Renaissance, peut évoquer Épicure, Villon, Rabelais, refusèrent des vérités révélées et imposées par les autorités liées à des églises. Et donc, au XVIIe siècle, la laïcité est commencé à être pensée en France de manière très sérieuse, en fait, pour assurer la cohésion nationale, parce que les Français, comme beaucoup d'autres sujets, puisqu'à l'époque on est des sujets en Europe, se divisent violemment selon leurs croyances. Vous le savez bien, on connaît alors les guerres de religion. Au XVIe siècle, le pouvoir royal catholique s'oppose au développement du protestantisme en France, s'oppose à la réforme, qui est donc vue aussi comme une révolte contre les dogmes de Rome, mais aussi comme une autonomisation des individus jugés insupportables pour les autorités de l'époque. Donc commencent ces guerres de religion entre catholiques et protestants, et ce par vagues successives, elles se poursuivront en fait jusqu'à la moitié du XVIIIe siècle. Donc les protestants, on le sait, n'avaient pas le droit de pratiquer leur religion ni d'exercer certains métiers sous peine de prison, de galère, de mort par exécution publique, etc. Il y a eu ensuite, outre ces premières persécutions, de nombreuses vagues d'exil hors du royaume, et puis sont suivies de longues discriminations
parfaitement légales et qui ont pu se poursuivre concernant certaines minorités religieuses jusqu'au XXe siècle. Donc, ces victimes n'étaient pas que protestantes, elles étaient en fait toutes ces minorités par rapport au catholicisme. Ça pouvait concerner donc des protestants, mais aussi des juifs, des musulmans, des libres penseurs, etc. Et donc, au XVIe, il faut retenir que la laïcité, elle a d'abord été pensée pour organiser une société moderne aspirant aux libertés individuelles et à la fin de ces conflits, de ces inégalités et de ces discriminations. Donc, en un mot, il s'agissait d'abord d'assurer la paix civile. Et juridiquement, cela va véritablement se concrétiser que lors de la Révolution française, donc à la fin du XVIIIe siècle. Alors aujourd'hui encore, pour rappeler comment s'applique le principe de laïcité, il s'agit en fait toujours d'en revenir au juste équilibre qu'il pose, ce principe de laïcité, qu'il pose pour garantir se vivre et se faire ensemble, mais pour garantir en fait cet équilibre entre, d'une part, la garantie des libertés individuelles, mais d'autre part aussi la garantie du respect du cadre collectif. Donc, on est parfaitement libre dans le cadre de la vie collective. Donc, cet équilibre, il suppose, en ce qui concerne l'expression des convictions et des croyances, la distinction entre quatre espaces. On pourrait parler bien sûr de deux sphères, la sphère publique qui renvoie à l'autorité politique et administrative et l'autorité de l'État, et la sphère privée qui renvoie à l'autonomie individuelle. Mais pour y voir plus clair et ne pas créer de confusion, quant à l'expression des convictions et des croyances et ce qu'il est possible ou pas de faire, il vaut mieux distinguer quatre espaces. Donc, le premier espace, c'est l'espace personnel privé, c'est-à-dire le domicile privé ou le lieu de rencontre privé. C'est un espace où la liberté de manifester ses convictions est très large, un espace où l'on est tout à fait libre, sous la seule réserve, bien sûr, du respect de la loi commune, par exemple en évitant tout trouble du voisinage. Le deuxième espace, c'est l'espace public administratif, c'est-à-dire l'espace de l'État, celui des collectivités locales, des services publics, de tous les lieux qui hébergent une mission de service public. Donc, dans cet espace public administratif, eh bien, les bâtiments, leurs façades, leurs murs, mais aussi les agents publics qui y travaillent, c'est-à-dire tous ceux qui exercent une mission de service public, qu'ils soient de droit privé ou de droit public d'ailleurs, tout cela est soumis, bien sûr, à un strict devoir de neutralité. En revanche, ne sont pas soumis à la neutralité les usagers ou les personnes qui sont accueillies dans ces espaces, puisque eux voient la laïcité leur garantir la liberté de manifester leurs convictions, dans la limite, bien sûr, là encore, où il n'y a aucune perturbation qui mettrait à mal le bon fonctionnement du service public ou sa continuité. Là, néanmoins, dans cet espace, il y a, vous le savez, le cas particulier des élèves des établissements publics scolaires, donc des élèves des écoles, des collèges et des lycées, puisque ces derniers, s'ils ne sont pas soumis à la neutralité, à l'inverse de ce qu'on entend parfois, sont néanmoins des usagers qui sont soumis à un fort devoir de discrétion, puisqu'ils ne peuvent pas manifester ostensiblement par le port d'un signe d'une tenue d'appartenance religieuse. Le port de signes religieux ostensibles leur est donc interdit. Et pourquoi? Parce que, comme vous le savez, il s'agit en fait, dans ces espaces scolaires publics, puisque cette règle ne s'applique pas formellement dans le privé est libre d'appliquer les règles qu'il le souhaite, mais la loi de 2004 en tant que telle ne s'applique pas automatiquement au secteur privé. Mais dans le public, en revanche, il a été considéré par le législateur que durant la phase d'acquisition durant la phase d'acquisition des bases du savoir que constituent le primaire et le secondaire, à un âge où on est généralement mineur, où chacun doit pouvoir développer son esprit critique et se forger librement ses opinions, il a été considéré important de préserver les enfants et les adolescents d'influences qu'ils pourraient subir pour porter tous les signes notamment, et d'éviter les conflits entre ceux qui les porteraient et ceux qui ne les porteraient pas. Donc, pas de signes ostensibles, c'est-à-dire de signes visibles de tous, même si en revanche, les signes discrets peuvent être autorisés. Donc, ce qui va être interdit, bah, c'est en gros le voile, le foulard, les kessas, les kippas, les grandes croix, etc., mais pas les petits pendentifs, en revanche. Par ailleurs, pour les élèves, évidemment, le prosélytisme dans la classe n'est pas envisageable, hein, n'est pas possible. Le prosélytisme, ce n'est pas le fait de porter un signe, hein, c'est un acte positif. C'est par exemple un acte, enfin, c'est un comportement actif
C'est donc en fait la parole, les prises de parole, les gestuels, les écrits qui vont viser à faire adhérer autrui à ses propres convictions, à ses propres croyances, voire qui vont chercher à lui imposer. Le troisième espace, c'est l'espace social privé, c'est-à-dire l'espace où l'on travaille ensemble, comme l'entreprise privée ou l'association privée, qui ne sont pas investis de mission de service public. Comme l'administration publique n'est pas représentée juridiquement, on ne parle pas ici de laïcité, mais on parle bien de gestion des faits religieux. Et dans cet espace social du travail, la liberté de manifester ses convictions est a priori tout à fait garantie, mais sous de nombreuses réserves. Respect des règles d'hygiène, de propreté, de sûreté, de sécurité, mais aussi respect des intérêts économiques ou de l'objet social et de la bonne marche de l'entreprise ou de l'association, aptitude à la réalisation de la mission pour laquelle on a été embauché. Donc, la règle dans cet espace social du travail, c'est que, a priori, c'est la liberté, mais vous l'avez vu, sous de nombreuses réserves, en s'appuyant sur ces critères que j'ai évoqués, il peut y avoir des restrictions, voire des interdictions dans certains cas, si c'est donc justifié objectivement et proportionné. On y reviendra si vous le voulez. Et le dernier espace, quatrième espace, c'est l'espace public partagé, c'est-à-dire l'espace commun à toutes et tous, tel que la voirie publique, hein, la rue, la place, les jardins publics ou la plage, par exemple. Donc cet espace public partagé, à ne pas confondre avec le seul espace administratif, dans cet espace public partagé, il n'y a pas de police de la pensée. Chacun est libre d'exprimer ses opinions, de les manifester, y compris par des signes extérieurs, dès lors qu'il n'y a aucun trouble à l'ordre public, dès lors qu'on n'impose rien à autrui. Donc ça nous renvoie aux articles 4 et 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Dans cet espace, les manifestations politiques, syndicales, mais aussi religieuses. Il y a par exemple plus de processions aujourd'hui qu'il n'y en avait il y a 20 ans dans certaines régions françaises. Tout cela est possible, mais elles sont encadrées par les pouvoirs de police du maire ou du préfet. Une prière de rue, par exemple, qu'elle soit musulmane ou catholique, comme on l'a vu pendant la pandémie de Covid-19, peuvent être autorisées ou interdites si elles n'ont pas été déclarées préalablement et si elles empêchent, par exemple, toute circulation. Donc, et puis alors, juste aussi dans l'espace public partagé, une précision, vous avez aussi l'interdiction de dissimuler votre visage en public, vous le savez, mais ça découle de la loi de 2010, mais qui ne se fonde pas sur le principe de laïcité. C'est une loi qui se fonde sur les principes d'interaction sociale, c'est-à-dire savoir à qui on parle, et de sécurité publique, donc savoir identifier une personne dans la rue. Mais c'est d'ailleurs une règle qui peut connaître des aménagements, notamment en période de crise sanitaire. On l'a bien vu. Voilà, donc on le voit, les règles qui découlent du principe de laïcité, qui concernent l'expression de conviction ou de croyance, ne s'appliquent pas de la même façon selon l'espace concerné et selon le statut professionnel que l'on a. Là, il faut bien le retenir hein, sur ce dernier point. Il faut bien comprendre que les agents publics, tous ceux qui exercent une mission de service public, qu'ils soient de droit public ou de droit privé, eh bien, ne représentent pas leur individualité, mais bien l'administration publique neutre et impartiale qui doit servir de la même façon ainsi tous les citoyens de la nation dans sa diversité convictionnelle et sans distinction. Donc, quand on exerce un service public, on ne représente pas son individualité, on représente cette entité de l'administration très large, tant vis-à-vis des usagers que vis-à-vis de ses collègues de travail, et donc on est soumis à un strict devoir de neutralité. Donc là, on ne peut porter aucun signe, notamment, aucun signe qu'il soit discret ou ostensible, parce que donc on représente cette administration publique. Et on doit garantir le même service à toutes et tous, évidemment. Donc comportement neutre, mais aussi apparence neutre, et cette neutralité, la jurisprudence l'a toujours étendue à toutes les convictions, également donc politiques, philosophiques ou syndicales, à l'exception bien sûr des représentants syndicaux dans l'exercice de leurs fonctions. Alors, simplement, il s'agit désormais d'être clair sur la définition d'un service public, et notamment donc de revenir à celle qui est précisée dans la jurisprudence du Conseil d'État, puisque c'est quand on exerce un service public qu'on est neutre, pas quand on exerce d'autres missions, comme notamment les missions d'intérêt général, même si il peut y avoir dans ce cas-là des restrictions, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. J'y reviendrai. Simplement, d'abord, aujourd'hui, revenons sur le contexte d'application de notre laïcité. On sait bien que pendant pas mal de temps, jusqu'à un certain
jusqu'à une dizaine d'années, on a collectivement peut-être considéré que la laïcité était une évidence pour tout le monde, que sa définition ne faisait l'objet d'aucune confusion, d'aucune instrumentalisation, d'aucune contestation. Et en réalité, en abandonnant pendant pas mal de temps, donc de nombreuses années, ce travail de pédagogie, d'explicitation de ce qu'est notre laïcité sur le terrain, on a peut-être laissé le champ libre à la fois aux contestations, aux instrumentalisations aussi de ce principe. Cette évolution, elle s'est constatée dans un contexte largement étudié en sociologie. Alors d'abord, bien sûr, dans un contexte d'opposition grandissante à l'immigration dans une société en crise, crise économique, crise sociale, crise écologique, crise d'identité dans la mondialisation, crise sanitaire même parfois, mais aussi dans un contexte plus large de polarisation de la société. Euh, pour faire très simple, une partie de la population, croissante encore aujourd'hui, s'éloigne du religieux, donc le phénomène de sécularisation continue, mais une autre partie au sein des divers courants religieux réactive au contraire certaines appartenances, y compris de façon visible et publique. Donc il y a non pas un retour, parce que la sécularisation continue, mais un recours à la religion qui est parfois plus net, parfois pour tout simplement assumer sa foi dans une démocratie libérale, mais aussi comme valeur refuge chez beaucoup de nos concitoyens, soit parce qu'en situation de fragilité économique, sociale ou psychologique, soit en réaction à l'échec des idéologies séculaires, c'est-à-dire les idéologies libéralistes, capitalistes, communistes, socialistes, etc., qui n'ont plus vraiment de résonance chez beaucoup de nos concitoyens, soit en réaction à la sécularisation elle-même, soit du fait d'une méconnaissance de la religion et d'influences étrangères caricaturales, parfois également idéologiques, soit en réaction même à la visibilité d'autres religions. Et tout cela, donc, peut créer de fortes tensions. Des tensions qui sont particulièrement portées sur l'islam, en particulier largement relayées dans les médias, dans de nombreux médias, pour pas mal de raisons diverses, parfois en raison de confusion plus que dommageable faite entre une pratique générale de l'islam qui ne pose pas de difficultés particulières et les attentats islamistes qui, eux, suscitent une inquiétude évidemment pleinement légitime et à laquelle il faut absolument répondre, mais au bon niveau et donc sans tout confondre, en raison aussi parfois de conflits au Proche-Orient qui peuvent être importés, en raison d'une insuffisante mixité sociale et socioculturelle qui conduit à des replis sur soi entre populations qui ne se connaissent plus vraiment, entraînant des ressentiments qui se développent de part et d'autre, en raison également d'une concentration d'une partie de la population française de confession musulmane encore aujourd'hui dans des quartiers dits ségrégés, dans des catégories socio-professionnelles fragiles, en raison aussi d'un passé conflictuel avec d'anciennes colonies ou protectorats qui restent, quoi qu'on en soit, très présents dans l'inconscient collectif, en raison également de conflits de structuration du culte musulman lui-même, désorganisés parfois, conflits entre pays dits d'origine et souhaitant maintenir une influence sur ce qu'ils considèrent comme leur diaspora et une nouvelle génération qui veut s'en détacher. Et enfin, en raison d'une exacerbation religieuse parfois qui peut poser des difficultés qui est revendiquée par certains groupes minoritaires, souvent influencés par une ingérence étrangère, en particulier issue des pays du Golfe et parfois de façon un peu différente de la Turquie. Par ailleurs, au-delà du seul islam, on constate une expression plus visible désormais de la religion chez certains croyants de toutes les religions, avec parfois aussi des replis conservateurs, voire rigoristes, désormais assez courants dans de nombreux courants religieux. On peut évoquer la nouvelle expansion du traditionnalisme catholique, notamment chez les jeunes membres du clergé. On peut aussi évoquer certains courants Lubavitch dans le judaïsme, qui étaient très étrangers au judaïsme jusque dans les années 90, beaucoup plus présents désormais. On peut aussi évoquer certains courants du protestantisme évangélique, très variés, mais qui peuvent parfois être très conservateurs et causer des replis, courants très prosélytes. D'ailleurs, le protestantisme est le courant religieux le plus en expansion aujourd'hui, du fait de certains courants évangéliques très prosélytes qui se développent beaucoup, notamment dans des quartiers populaires. Vous avez depuis une dizaine d'années un temple protestant qui s'ouvre tous les 10 jours, un temple protestant évangélique. Voilà, bref, il peut y avoir une forme d'opposition entre celles et ceux qui se sont éloignés de la religion et celles et ceux qui aujourd'hui, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, ont besoin de réaffirmer leur identité religieuse. Des oppositions et qui créent des crispations, d'autant plus dans une société comme la France, qui est une société extrêmement sécularisée. C'est une des sociétés les moins croyantes au monde, les plus éloignées de la religion, une des 10 sociétés les plus éloignées de la religion. Et donc, évidemment, les crispations sont d'autant plus nettes
entre ceux qui s'éloignent de la religion et ceux qui la réaffirment. Elles sont d'ailleurs, ces crispations, souvent plus fortes dans l'Hexagone que dans la plupart des collectivités ultramarines, où on retrouve une diversité ou une religiosité ou du syncrétisme beaucoup plus fort. Concernant l'islam, on a une structuration très différente qui ne s'est pas faite sur la base de ce qu'on appelle l'islam consulaire, de pays d'origine, qui ne s'est pas faite dans le cadre d'une sociologie qui est la même que dans l'Hexagone, avec des populations souvent précaires. Ce n'est pas toujours le cas dans les Outre-mer, et donc on n'a pas du tout ces problématiques-là non plus. Pour les encadrants, pour les praticiens, quels qu'ils soient, ce contexte de tension relativement vive sur des sujets qui touchent à la conviction, aux convictions et à la laïcité, bon, c'est pas propice à assurer une parfaite gestion des faits religieux et à assurer une parfaite entente partout sur le terrain. Il y a parfois des difficultés, il y a parfois même des problèmes. La plupart peuvent se régler par le dialogue, mais il y en a qui sont plus délicates. Néanmoins, ces problèmes ne sont pas généralisables. Et puis, ils sont souvent confondus avec des atteintes bien plus larges aux exigences minimales de la vie en société, par exemple à l'égalité entre les femmes et les hommes ou à la dignité humaine, voire parfois ils sont carrément confondus avec des actes terroristes d'une extrême gravité, mais qui renvoient en fait à une multitude de champs sur lesquels les pouvoirs publics ont bien sûr le devoir d'agir, mais qu'il faut évidemment bien distinguer. Si on revient plus précisément sur les seules atteintes à la laïcité, il reste évidemment qu'il est nécessaire de les prévenir en amont par un meilleur accompagnement, par de la formation, par du débat et de la sensibilisation avec les encadrants et les praticiens de la laïcité. C'est justement un peu ce qu'on fait, ce qu'on va faire aujourd'hui. Dans la pratique, en premier lieu, il faut bien sûr, je le disais tout à l'heure, distinguer les structures qui exercent une mission de service public et celles qui exercent une mission d'intérêt général, puisqu'il n'y a que la mission de service public qui va conduire à l'application générale et absolue d'un principe de neutralité à tous les personnels, puisqu'alors ils représentent l'entité neutre et impartiale de l'administration publique qui doit délivrer exactement le même service à toutes et tous. Mais s'il n'y a pas de service public, on est dans le troisième espace évoqué tout à l'heure, celui de l'espace social du travail, dans lequel les personnels ont plus de liberté, peuvent éventuellement avoir et afficher des convictions ou des croyances, même s'il y a néanmoins des restrictions possibles ou des interdictions qui peuvent s'imposer si elles sont fondées objectivement et proportionnées, en revenant sur les critères que j'ai rapidement évoqués tout à l'heure. Alors la question, c'est comment on fait pour savoir si la mission de service public est appliquée ou pas, si on exerce ou pas une mission de service public. Généralement, c'est défini par la loi ou par une délégation de service public. Parfois, ça ne l'est pas. Et donc, il faut voir si, d'une part, ce sont des activités générales qui sont assurées sous le contrôle de l'administration avec également des prérogatives de puissance publique. Là, il y a, dans ce cas, mission de service public. Ou d'autre part, s'il n'y a pas de prérogatives de puissance publique, si la structure qui assure une mission d'intérêt général a par ailleurs euh, une activité en question qui a été créée, qui est organisée, qui est définie quant à ses objectifs et qui est contrôlée par l'administration publique. Si on réunit ces critères-là, alors là encore, on peut dire qu'on est dans l'exercice d'une mission de service public. Il reste en tout cas que les acteurs de terrain, quels qu'ils soient, qu'ils exercent une mission de service public ou non, une mission d'intérêt général simplement, par exemple, sont encore trop nombreux à se sentir mal outillés, avec le risque de céder à deux attitudes qui sont toutes les deux incompatibles avec ce qu'on pourrait dire qualifier d'approche laïque, c'est-à-dire soit en tout autorisant, mais alors en favorisant potentiellement des droits distincts et des replis, soit en interdisant tout. Et là, ça pourrait évidemment générer de nouvelles discriminations et des provocations en réaction, ce qui est évidemment également très négatif. Donc, dans la posture à adopter par chacun, il faut retenir que le juste équilibre, ce n'est pas de répondre à un intérêt particulier, mais toujours d'offrir une réponse d'intérêt général. Un exemple évocateur, c'est celui de la restauration scolaire, qui revient souvent au cœur de l'actualité. La problématique, c'est d'ailleurs la même pour toute restauration collective ou presque. La meilleure des solutions dans une approche laïque, c'est celle de l'offre de choix, à savoir l'offre de repas avec et sans viande, menu carné et non carné, sans qu'il n'y ait, pour ce qui concerne les établissements qui seraient publics, de services publics, de nourriture confessionnelle évidemment.
L'offre de choix, elle va permettre les élèves, donc si on prend l'exemple de l'école, de manger ensemble, qu'ils soient croyants, musulmans, juifs, hindouistes, on n'a pas besoin de le savoir, qu'ils suivent un certain régime alimentaire pour des raisons de santé ou de conviction, comme s'ils sont, par exemple, végétariens, ou parce que, par exemple, ils n'ont pas envie de viande ce jour-là parce qu'ils en ont trop mangé la veille. Quand vous offrez du choix, avec et sans viande, vous n'assignez personne n'a aucune appartenance quelconque. Les raisons de manger un repas avec ou sans viande sont multiples et ne nous renvoient à aucune appartenance particulière. Et bien sûr, il faut s'assurer du fait que tout le monde puisse manger aux mêmes tables, quel que soit le choix du repas, du menu. Autre exemple qui illustre la posture à adopter, si vous avez un employeur ou un encadrant qui reçoit une demande d'absence. Pour y répondre, on n'a pas besoin de savoir s'il s'agit d'une raison religieuse, d'une raison syndicale, d'une raison politique, d'une raison tout simplement personnelle, comme aller chercher son enfant à l'école. Il faut juste analyser si de façon objective, l'organisation du travail dans l'entreprise ou dans l'association concernée rend l'absence possible ou pas. Troisième exemple, à l'école, si vous avez un élève qui conteste un enseignement en raison de ses convictions religieuses, en tant qu'enseignant, évidemment, ça n'est pas admissible. Simplement, il vous faudra quand même expliquer posément le but de cet enseignement, de rappeler que celui-ci est laïque, à savoir neutre et objectif, qu'il s'appuie sur des faits connus, vérifiés, et en rappelant qu'il faut distinguer les savoirs des croyances personnelles de chacun. Les croyances personnelles de chacun, elles n'ont pas à être jugées, mais elles n'ont pas à interférer dans l'enseignement. À l'école, on ne parle pas de croyances, on parle de savoir. Et bien sûr, sur des questions vives, c'est-à-dire sur des questions qui renvoient à des grandes problématiques sociétales, politiques, économiques, ethniques, religieuses, etc. En tant qu'enseignant, sans favoriser une quelconque approche émotionnelle, vous devez, et ce n'est pas toujours simple, examiner les faits pour construire des savoirs, comparer objectivement les différentes sources et la diversité des points de vue pour faire exercer aux élèves leur esprit critique. Nouvel exemple, une auxiliaire de vie qui refuserait d'apporter certains aliments comme du porc à la personne dont elle a la charge du suivi. Ben, si vous êtes son employeur, son encadrant, vous pouvez la sanctionner parce qu'il ne s'agit pas euh, de lui forcer à manger du porc, évidemment, parce qu'elle serait juive ou musulmane, qu'importe. Il s'agit qu'elle remplisse ses obligations contractuelles, qu'elle respecte ses obligations contractuelles et donc qu'elle puisse évidemment apporter le repas à la personne dont elle a la charge du suivi. Autre exemple, vous êtes un médecin, vous ne souhaitez pas procéder à une interruption volontaire de grossesse, un IVG, sur une patiente au nom de vos convictions religieuses, parce que vous disposez d'une clause de conscience. Eh bien, néanmoins, bien qu'une clause de conscience soit garantie aux médecins, la loi impose aux médecins, quoi qu'il en soit, d'informer sans délai la femme de cette décision et de lui communiquer immédiatement le nom de praticien susceptible de réaliser cette intervention. Et d'ailleurs, ce refus de pratiquer soi-même l'acte ne doit s'accompagner d'aucune pression exercée sur la patiente et ne doit pas être expliqué. Il n'y a aucun prosélytisme religieux ou autre à faire. L'IVG est un droit et à ce titre, il doit toujours pouvoir être exercé. Et donc, l'acte lui-même doit toujours être délivré par l'administration hospitalière, neutre ou de la médecine, neutre et impartiale. En ce qui concerne la pratique religieuse dans certains espaces où les résidents ne sont pas mobiles, sont contraints en fait, hein, comme dans des hôpitaux par exemple, ou d'autres lieux, comme dans les prisons, la loi du 9 décembre 1905, vous le savez, prévoit le service à la charge de l'État de services d'aumônerie de tous les cultes et qui doivent être connus des usagers. Donc, bien sûr, les aumôniers peuvent pour autant pas faire de prosélytisme auprès de tout le monde, mais en tout cas, ils doivent pouvoir assurer un suivi pour celles et ceux qui en font la demande dans ces lieux, dans ces espaces contraints. Dans le secteur du sport, vous le savez, les fédérations sportives agréées sont délégataires d'une mission de service public et donc, à ce titre, elles sont considérées comme des organismes privés, mais qui exercent une mission de service public. Et donc, ils représentent ces personnels, l'administration publique, donc ils sont soumis à la neutralité. En revanche, mis à part les joueurs sélectionnés ou les sportifs sélectionnés dans les équipes nationales, où là c'est un cas particulier, on y reviendra si vous voulez, il en est différemment des sportifs eux-mêmes qui peuvent simplement voir des restrictions s'imposer à eux, mais non pas au nom de la laïcité, mais au nom de l'ordre public et de la tenue réglementaire adaptée au sport en question et à ses règles.
On peut également rapidement évoquer la pratique religieuse au sein d'établissements contraints comme le secteur public de la PJJ, de la protection judiciaire de la jeunesse, ou dans le secteur associatif habilité. Cette pratique religieuse-là, elle s'exerce en lien avec les détenteurs de l'autorité parentale, même s'il est préférable toujours d'associer les jeunes, quand ils sont en âge de comprendre, aux décisions prises par ses parents relatives à son éducation religieuse, évidemment. Prioritairement, la pratique du culte et l'accomplissement des rites par les mineurs, dans ce cadre-là, s'exerce lors des sorties autorisées ou lors des retours en famille. Mais pour autant, un mineur peut pratiquer, là encore, individuellement son culte dans l'établissement, au sein de sa chambre, peut détenir des objets cultuels, mais il ne pourra pas faire de prosélytisme à l'extérieur, ni le faire dans le cadre d'une éventuelle chambre partagée, dès lors qu'il porterait atteinte à la liberté de conscience d'un autre mineur. De même, la pratique collective d'un culte ne sera pas possible, ça perturberait le bon fonctionnement de l'établissement, qui n'est pas un établissement cultuel, évidemment, et également, euh, en revanche, un mineur peut se rendre sur un lieu de culte, mais uniquement, là encore, si ça ne perturbe pas le bon fonctionnement du service, tant au niveau de l'emploi du temps du mineur que des personnels, et si ça ne perturbe pas non plus le bon suivi des activités éducatives par le mineur. Mais là encore, conformément par la loi du 9 décembre 1905, le mineur peut demander à s'entretenir avec un aumônier de sa confession. Cette rencontre, pardon, devant se dérouler plutôt dans un lieu non commun, donc de préférence à l'extérieur du bâtiment, sans perturber, là encore, le bon fonctionnement de l'établissement. Euh, Dans le cas de pratiques rituelles de certains jeunes qui seraient accueillis, on ne peut pas non plus modifier toutes les horaires de repas de l'ensemble des mineurs. La pratique peut néanmoins être individuelle, elle peut se faire. Là encore, il faut simplement faire en sorte que ça ne perturbe pas l'ensemble du service. Euh, Monsieur Callen, pardon, je me permets de vous interrompre simplement pour vous demander s'il est ouais, possible timing, je vais bientôt d'arriver, voilà, terminer. Ouais, je vais bientôt voilà, d'ici 5 terminer. minutes. Comme ça, en plus, ça nous permet derrière de prendre d'autres des exemples de ce type-là à travers des Ouais, cas tout à concrets. fait. C'est parfait, Donc, merci beaucoup. pour finir, alors juste sur l'égalité femmes-hommes, vous le savez, c'est pas directement lié à la laïcité, à l'inverse de ce qu'on entend souvent. Néanmoins, il peut y avoir des connexions, notamment lorsqu'un agent public, par exemple, met en avant une appartenance religieuse pour justifier une inégalité qui est pourtant injustifiable. Donc, les réponses, elles sont toujours très claires. On ne peut autoriser sous aucun prétexte, qu'il soit religieux ou autre, une quelconque inégalité. Le droit commun l'emporte évidemment sur toute éventuelle prescription religieuse ou interprétation religieuse. Donc, si vous avez un membre de personnel qui refuse de se conformer, par exemple, à l'autorité de sa responsable hiérarchique qui serait une femme, eh ben, il s'agit d'une insubordination qui est passible d'une sanction. Bref, sur toutes ces questions, y compris les plus sensibles, et peut-être surtout sur les plus sensibles, il faut savoir garder la tête froide. Il faut appliquer le droit avec fermeté, mais aussi avec discernement. Il faut faire preuve de bon sens. Et donc, toujours s'en tenir à cette approche équilibrée. Dans la posture de chacun, il faut garder en tête que la laïcité, c'est un outil d'émancipation et aussi de rassemblement, de cohésion. Ça ne peut pas être quelque chose qui divise, évidemment. Ça ne peut que rassembler. Et donc, tout cela passe au-delà de tout ce qu'on a traité par l'absolue nécessité de renforcer le mélange, la mixité sociale dans l'habitat, dans l'école, dans toutes nos structures. Parce que partout où on a du mélange, où on a du débat interactif, on a beaucoup moins de tensions, on a beaucoup moins de ce qu'on appelle des atteintes à la laïcité. Et puis plus largement, pour conclure, je pense qu'il est nécessaire de rappeler que tous les jeunes Françaises et Français doivent d'abord pouvoir se sentir et s'affirmer citoyennes et citoyens français. Et donc, pour ça, il faut qu'ils se sentent perçus comme citoyennes et citoyens français. Et force est de constater que ce n'est pas toujours le cas, notamment vis-à-vis de certains jeunes d'origine des Outre-mer, maghrébines, subsahariennes, asiatiques, etc. Et donc, ce sentiment d'appartenance, il passe notamment par l'éducation, mais plus largement, il passe par la nécessaire diversité des mémoires. Notre pays, il est encore présent sur 5 continents. Il a été davantage par le passé. Donc, son histoire est de fait empreinte d'une multitude de cultures créoles, africaines, asiatiques, maghrébines, etc., etc. Et cela, il faut évidemment l'intégrer. Euh, Dernière phrase, avec la laïcité, retenez que l'État ne fait plus de distinction entre ses citoyens, ne sépare aucune supposée majorité de supposée minorité.
Il n'y a que des citoyens à égalité de droits et de devoirs, quelle que soit leur appartenance propre. Et c'est comme cela que la France a su tirer les leçons de son histoire, parfois violente, et a fait de notre diversité factuelle et doit faire de notre diversité factuelle non pas une source de division violente justement, mais au contraire une richesse pour que toutes et toutes nous puissions véritablement faire ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Cadenne, pour votre intervention qui, me semble-t-il, repose beaucoup de bases juridiques qui sont très importantes. Et puis surtout, vous parliez de discernement et ça rappelle ça. Ça rappelle l'importance, me semble-t-il, de discerner. Et vous l'avez évoqué à travers les cas concrets dont vous avez parlé à la fin, de, de bien se rapporter à la norme juridique et au comportement adéquat dans chaque situation. Ce qui est parfait, c'est que ça nous fait un bon relais vers les questions, on va pouvoir prendre des questions, notamment sur des cas concrets, sur des situations que vous, participants, vous pouvez rencontrer. Donc, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions à travers le chat et mes collègues Ingrid et Maïmouna feront remonter ces questions, ou avec l'option lever la main et on tâchera de vous donner la parole. Essayez simplement de limiter votre question à 30 secondes pour qu'on puisse en prendre plusieurs. Est-ce que je peux laisser la parole peut-être à Ingrid pour voir si tu peux nous faire remonter quelques questions qui seraient apparues dans le chat, s'il te plaît. Oui, Martin, peut-être que je vais reprendre peut-être les dernières questions avant de remonter progressivement le fil, mais c'est en lien avec ce que Monsieur Caden venait d'évoquer. Il y a des questions en fait sur Noël et notamment le fait de célébrer Noël dans les services publics. Donc c'était une question qui était posée. Et la deuxième qui rejoint celle-ci, c'est la question suivante. Si l'on s'assure que tous les résidents d'un foyer de vie, par exemple en internat, sont d'accord, peut-on installer une crèche à Noël? Voilà en tout cas pour les deux questions qui se rassemblent. Alors, sur Noël, dans un établissement public ou dans un lieu qui héberge une mission de service public, vous pourrez avoir un événement festif, vous pourrez avoir des symboles de festivité, mais qui ne se rattachent à aucun culte et qui ne marquent aucune adhésion à une quelconque religion, puisqu'effectivement, le service public se doit d'être parfaitement neutre. Même si tout le monde voudrait mettre le petit Jésus dans la crèche, ce n'est pas la question. L'administration elle-même étant neutre et impartiale, elle ne doit pas effectivement manifester une marque d'adhésion à un culte qui pourrait être reproché par un usager futur ou un ancien usager ou par des personnes qui seraient amenées à venir dans le bâtiment. Donc, la chose est claire. Vous pouvez, par exemple, installer un sapin, parce que le sapin de Noël en tant que tel n'est pas un signe religieux ni un symbole religieux. C'est le symbole d'une fête largement laïcisée par ailleurs et qui ne marque pas d'adhésion à un culte en particulier. C'était d'ailleurs au départ un symbole païen. Donc, il n'y a pas de difficulté. En revanche, si vous mettez des symboles religieux sur le sapin, ce sera un problème. Pour la crèche, c'est pareil. La crèche, en tant que telle, le principe, c'est non parce que c'est une représentation par des figurines religieuses, une représentation d'une scène religieuse, mais il peut y avoir des exceptions, exceptions prévues par l'article 28 de la loi de 1905, à savoir lorsque c'est une exposition culturelle, folklorique, traditionnelle, là, ce sera admis. C'est pour ça que parfois, vous avez par exemple des crèches de 100 ans de Provence qui vont être admises parce que elles sont très anciennes, c'est une coutume locale, culturelle, et elle n'est en réalité pas la marque d'une adhésion à un culte, mais plutôt la marque d'une culture locale. Et donc, c'est d'abord cela avant d'être une quelconque marque d'adhésion culturelle. Donc là, ce sera envisageable dans ce cadre très précis. Pareil, vous pouvez avoir des crèches vivantes avec, lors de spectacles sur une place publique. Si on est vraiment dans le folklore et pas dans la marque d'adhésion au culte chrétien, il n'y aura pas de difficulté. Alors moi, je vais faire remonter deux autres questions. La première, quelles sont les règles pour les familles d'accueil embauchées par les départements pour l'accueil des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, parce que leur lieu, leur domicile est leur lieu de travail. Donc comment s'applique cette règle de la laïcité dans ce cas précis? Alors, tout à fait. On ne peut pas neutraliser l'ensemble de l'espace privé d'une personne qui accueille des enfants, des jeunes. En revanche, il sera privilégié que l'espace où
ce fait l'essentiel du travail, lui, soit plutôt neutre, mais on ne pourra pas, voilà, de manière générale, absolue, imposer une neutralité dans l'espace privé de ces personnes. Néanmoins, on leur demandera évidemment d'avoir un comportement qui, lui, est parfaitement neutre. Elles ne pourront pas, ces personnes, évidemment, avoir un comportement prosélyte d'aucune manière, incitant à pratiquer telle ou telle religion ou culte ou rite de telle ou telle croyance. Ça, c'est évidemment proscrit. Et le logement, si l'espace principal du travail peut être neutre, c'est évidemment privilégié, mais en revanche, pas de neutralisation de l'ensemble de ce domicile privé. D'accord. Une autre question concernant les jeunes dans les foyers. Un jeune ne peut donc pas prier dans sa chambre si celle-ci est partagée avec un autre jeune? Alors, ça dépendra. Effectivement, si il est partagé avec un autre jeune et que ça perturbe l'autre jeune, non. Après, effectivement, là, il peut y avoir un dialogue, voir s'il peut prier à un moment où l'autre jeune n'est pas là ou si l'autre jeune est sur autre chose et s'en fiche éperdument. Mais effectivement, il faut simplement que les encadrants s'assurent que ça ne perturbe pas le libre arbitre de l'autre jeune qui partage la chambre, c'est tout. Très bien, merci beaucoup, M. Callen, pour ces précisions très éclairantes. Je vais pouvoir donner la parole soit à Maïmouna, soit à Ingrid pour Oui, une nouvelle tout au question. début de votre intervention, vous avez parlé donc de l'école et donc deux remarques ont été apportées et peut-être nécessiteront des compléments de votre part. La première, une précision sur l'instruction qui est obligatoire et non l'école, soumise à autorisation des services de l'éducation nationale, peut-être en lien aussi donc avec l'instruction à domicile. Et puis la deuxième remarque, c'est aussi peut-être la différence avec l'enseignement supérieur et notamment le port de signes religieux à l'université. Oui, tout à fait. C'est l'instruction, en effet, qui est obligatoire. Hein. Ce n'est pas l'école en tant que telle. Ça, c'est évident. Simplement, maintenant, vous le savez, on est passé à un régime d'exception pour l'instruction à domicile. C'est-à-dire que l'instruction à domicile est par principe désormais prohibée, sauf si on a de fortes justifications, santé, lieu de vie, euh, qui pourraient défendre la position de ne pas aller dans une école, qu'elle soit privée, sous ou hors contrat, ou dans une école publique. Voilà, donc on est quand même maintenant dans quelque chose de très, très dur de ce point de vue-là. L'Observatoire de la laïcité n'avait pas forcément défendu une position aussi radicale. Lui, il souhaitait qu'il y ait beaucoup plus de contrôle de l'instruction à domicile et de l'enseignement aussi hors contrat d'ailleurs. Là, le choix a été fait de carrément la limiter et l'interdire de principe. Sans doute parce que la vraie problématique, c'est qu'il n'y a pas assez d'agents pour contrôler, ce qui est dommage, puisqu'en réalité, c'est peut-être une réponse qui n'est pas la meilleure, mais qui est un aveu quelque part d'un échec quant aux contrôles délivrés qui sont évidemment assez rares. Voilà. Concernant le deuxième point, ben, je l'ai expliqué, le sens même de la loi de 2004 explique pourquoi elle n'a pas lieu d'être à l'université, puisqu'il s'agit en effet de préserver les enfants qui sont encore mineurs, sauf exception, dans le cadre de l'acquisition des bases du savoir pour qu'ils puissent développer leur esprit critique et librement faire leur choix d'idées, de convictions, de croyances. Quand on est à l'université, on est adulte, majeur, on dispose de tous ces droits. Et évidemment, là, on n'est plus dans cette phase d'acquisition des bases de savoir, on n'est plus dans cet apprentissage de base. Et donc, on n'a plus de raison de limiter le port de signes religieux ostensibles par les étudiants. La seule limite, bien sûr, c'est qu'ils ne peuvent pas perturber, bien sûr, l'enseignement délivré au sein de l'université. Alors, Peut-être j'en profite, Martin, pour peut-être oui, une question qui est connecte, bien sûr. C'est s'agissant par contre des enseignants, est-ce qu'un universitaire ou formateur qui intervient donc dans une école de service public qui forme des adultes est aussi soumis à la neutralité? C'est-à-dire dans les ex-UFM, dans les INSPE, vous voulez dire? C'est pas forcément privé, mais enfin, précisé, mais j'imagine que ça veut dire ça, oui. Si c'est dans le cadre de l'enseignement supérieur public, bien sûr que les enseignants qui délivrent des activités pédagogiques et d'enseignement qui ne sont pas là que dans un témoignage extérieur doivent être soumis à la neutralité, tout simplement parce qu'ils exercent la mission de service public de formation
qui sur le coup est une formation publique du service public. Ce n'est pas une formation privée. Après, si on est dans des structures d'autres métiers éducatifs tout à fait privés qui n'ont pas de mission de service public, là, c'est possible en effet qu'il y ait des intervenants extérieurs qui puissent porter des signes parce qu'ils ne sont pas dans l'exercice d'une mission de service public. Vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est la mission qui définit la neutralité, en fait, hein, au-delà du lieu. C'est la mission. Est-ce qu'on exerce un service public et donc est-ce qu'on représente une administration publique, même indirectement, ou est-ce qu'on exerce une mission d'intérêt purement privé ou d'intérêt général, mais pas public? Alors, c'est très intéressant parce que cette distinction-là et de s'appuyer sur la mission, il y a beaucoup de questions qui remontent sur l'enseignement, la thématique de l'enseignement et de l'éducation. Je continue un petit peu là-dessus parce qu'une question intéressante sur l'application de la laïcité pour les élèves des CFA, puisque certains élèves sont mineurs, d'autres majeurs, et à la fois au sein des établissements et dans les entreprises. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors, dans les établissements qui sont publics, avec une formation du service public, on va leur demander, en effet, quand ils sont dans le cadre scolaire, l'application de la loi 2004, quand ils ne sont pas dans le cadre scolaire, quand ils sont étudiants, donc quand ce sont des personnes adultes, non, ils ont droit à une certaine liberté. Simplement, il peut y avoir sur certaines activités des tenues adaptées. Et donc, on peut leur demander dans ce cadre-là certaines restrictions pour évidemment certains travaux pratiques un peu délicats, d'avoir une tenue adaptée. Et dans l'entreprise, la règle de base, ça sera la liberté, sauf quand ce sont des entreprises publiques de service public, où là, parce qu'ils représentent l'administration, ils devront être neutres, parce qu'ils ne représenteront pas eux-mêmes. Mais si ce sont des entreprises privées qui n'exercent pas de mission de service public, la règle également, c'est la liberté, avec simplement des restrictions possibles, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, qui s'appuient là encore sur des règles de tenue adaptées pour des règles de sécurité ou d'hygiène, ou qui s'appuient sur la bonne marge de l'entreprise. Et parfois donc, ça peut aller jusqu'à des clauses de neutralité pour les personnes essentiellement en contact avec la clientèle, dans un cadre d'une très grosse structure qui peut, par exemple, travailler tant pour des services publics que pour des services privés qui ne sont pas publics. Donc, on va généraliser une neutralité. Mais, par exemple, je ne sais pas moi, si vous êtes euh, un ouvrier sur un chantier, on vous demandera de porter un casque. C'est une obligation légale. Donc, même si vous avez un turban, vous devrez retirer votre turban SIC et porter un casque. Voilà, ça, c'est des choses qui ont été jugées. C'est pour des raisons de sécurité. Si vous êtes dans la restauration, on peut vous demander dans un self, on peut vous demander de couper votre barbe court, bien rasée, même si vous en avez une très fournie pour des raisons religieuses, juives, musulmanes, qu'importe. On peut vous demander de la couper ras pour des raisons d'hygiène. Euh, si, euh, Si vous n'êtes pas apte à votre mission du fait de votre religion, si vous mettez en avant votre religion pour vous absenter tous les vendredis après-midi alors que vous devez être employé le vendredi après-midi pour recevoir des clients ou je ne sais que sais-je, ce ne sera pas possible parce que vous avez été embauché pour recevoir et donc pour être physiquement présent. Si vous êtes et puis après, vous pouvez donc, dans des cas très particuliers, avoir des clauses de neutralité pour des personnes en contact avec les clientèles, dans des grosses structures qui travailleraient donc, par exemple, à la fois pour des structures publiques qui exercent des missions de service public et pour des structures privées qui n'ont rien à voir. Vous pouvez dire, bon, ben là, dans ce cadre-là, moi, je souhaite que tous mes salariés soient soumis à la neutralité parce que vous œuvrez à la fois parfois pour des services publics et parfois pour des services qui ne sont pas publics. Ou encore, vous pouvez aussi imposer dans certaines structures un uniforme qui suppose qu'on ne peut pas avoir d'autres accessoires que cet uniforme dans certaines boîtes pour défendre une image de l'entreprise qui n'est pas nouvelle. Ouais. Donc les restrictions sont tout le temps liées effectivement à l'idée d'exercice de la mission et donc finalement Tout à du bon fait. sens. Et évidemment, elles ne peuvent pas être le simple fait d'un ressenti personnel, en fait. Tout à On ne fait. peut pas dire, je vais interdire juste le voile parce que j'aime pas le voile. Ça, c'est impossible dans le secteur privé, évidemment, qui n'exerce pas de mission de service public. Merci beaucoup. Je redonne peut-être la parole à Maïmouna qui avait peut-être Oui, sélectionné d'autres questions. j'ai une question très concrète qui concerne les sorties scolaires. Est-ce qu'un parent peut refuser qu'un autre parent accompagne les élèves en sortie scolaire parce qu'il porte un signe ostensible de religion? Non. Alors déjà, je le répète, hein, la notion d'ostensibilité ne vaut que pour les élèves
du public où on leur demande d'être discret, non pas neutre, mais d'être discret, et donc pas de signe ostensible. Pour le reste du temps, soit on est soumis à la neutralité, auquel cas on n'a aucun signe possible, et donc parce qu'on est fonctionnaire ou agent public ou personne exerçant un service public, soit on n'est pas dans cette catégorie-là et on est libre, sauf si, même s'il peut y avoir des restrictions sur des critères objectifs. Quand on est parent d'élèves et qu'on accompagne une sortie scolaire, on apporte une aide ponctuelle, bénévole au service public. C'est pour ça que parfois on peut être appelé collaborateur occasionnel du service public pour des raisons d'assurance, c'est-à-dire que s'il y a un pépin, on est assuré par l'assurance de l'école, mais en aucun cas on exerce un service public. Le fait d'aider des enfants à traverser la rue ou de monter dans un bus, ce n'est pas le service public de l'enseignement. Donc, ces parents d'élèves ne sont pas soumis à la neutralité. Ils peuvent donc porter des signes, qu'ils soient discrets là encore ou ostensibles. Ce sont des citoyens lambda, donc soumis aux règles des citoyens lambda, et la laïcité leur garantit une certaine liberté. La limite, c'est qu'ils ne pourront pas avoir de comportement prosélyte, ils ne pourront pas en revanche effectivement inciter les élèves à faire ceci ou cela d'un point de vue religieux, à s'habiller comme ci, comme ça, à manger ceci, cela. Et si effectivement on constate des parents qui ont ce comportement et qui en plus portent un signe religieux, là on pourra leur dire de ne plus participer aux sorties scolaires. Mais c'est parce que leur comportement, en plus du signe, pose problème. S'il n'y a pas de problème comportementale. Si la sortie scolaire n'est aucunement perturbée, il n'y a pas de raison à interdire à un parent d'élève d'accompagner une sortie scolaire. Et une question en lien avec celle-ci, pourriez-vous rappeler ce qu'est un signe religieux? Par exemple, une stagiaire qui souhaite se couvrir le cuir chevelu, raison dite personnelle dans un hôpital, est-elle en droit d'exercer et de... Oui et non, en fait. C'est-à-dire que le signe religieux, c'est en gros ce qui marque une appartenance et qui n'est pas porté communément par n'importe qui. Donc, si cette stagiaire, en fait, tous les jours, porte la même chose, c'est qu'a priori, elle veut remplacer un signe couvrant sa chevelure, que ce soit une kippa, un voile, ce que vous voulez, ou ce stagiaire, par autre chose. Et donc, ça pourra être sur le coup interdit parce qu'en fait, c'est systématique. Si en revanche, ce n'est pas systématique, et que c'est du fait d'une situation particulière, parce qu'après, il y a aussi des problèmes de santé par ailleurs, et donc des situations particulières et ponctuelles, alors ça veut dire que ça ne remplace pas un signe d'appartenance religieuse, puisque ce n'est pas constant, et donc ce ne sera pas un problème. Voilà. Ça, on est dans le service public, hein, évidemment. Hein. Après, c'est autre chose quand il n'y a pas de mission de service public. Voilà. Bien sûr, merci. Et à l'école, si vous voulez, vous pouvez, quand on a un doute, c'est tout, là encore, c'est tout signe ostensible, donc visible de tous, qui ne peut pas être porté communément par n'importe qui. Mhm. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup pour ces précisions. Je me tourne à nouveau vers Ingrid. Euh, Peut-être d'autres questions que tu as identifiées. N'hésitez pas hein, dans le Oui. chat à continuer à Alors, poser il y a des des questions. questions qui apparaissent, mais j'imagine que déjà l'ensemble des éléments de réponse quand même donne. Alors, peut-être que je peux reprendre une des dernières en Alors, espérant. peut-être je me permets en attendant une question qui peut amener une sorte qui peut englober l'ensemble des questions sur l'éducation. On voit qu'en fait, il y a beaucoup de questions sur l'enseignement, sur l'éducation. Euh, Peut-être dans la reprise du titre de cette conférence, un principe mal compris ou mal appliqué, est-ce que, Monsieur Cadet, vous avez l'impression que on comprend mal la laïcité parce que on pense très souvent au cadre scolaire? Est-ce que finalement, l'exception, je vois une question peut-être d'entorse à la laïcité dans le cadre scolaire, en tout cas, la façon dont on veut l'appliquer dans les collèges et lycées fait que on a l'impression que c'est comme ça partout, et c'est pour ça peut-être que la laïcité, dans le cadre général, est mal comprise. C'est une des raisons, c'est sûr. C'est sûr que depuis la loi de 2004, non pas en tant à cause de la loi elle-même, mais à cause des débats qu'il y a eu autour et après, il y a eu des confusions et les gens sont mis à penser que les signes ostensibles pouvaient être interdits dans plein d'endroits. Et même d'ailleurs, parfois, les gens pensent que quand on est fonctionnaire, on peut porter un signe discret, mais pas de signe ostensible. Alors que ça n'a rien à voir. Et effectivement, donc ça a créé beaucoup de confusion sur la notion de discrétion, sur la notion de neutralité, sur la notion d'usager, sur la notion de personnes exerçant de service public. Et effectivement, ça a mené à pas mal de contresens ou de mauvaises applications, parfois même, du principe de laïcité, parce qu'il était mal compris du fait de cette confusion de ces notions. En parlant de confusion, une personne avait demandé plus haut si on peut considérer que la loi du 15 mars 2004 est une entorse au principe de laïcité.
Non, je pense pas. Alors, il y a débat. Certains pourront vous dire cela, mais moi, je ne crois pas en ce sens où, là encore, elle n'impose pas la neutralité. Elle aurait imposé la neutralité, ça aurait été une autre question, mais elle impose un devoir de discrétion dans un domaine très spécifique de l'apprentissage de mineurs qui ne sont donc pas encore pleinement citoyens. Et qui donc ne disposent pas encore de tous leurs droits et de tous leurs droits comme les citoyens majeurs en disposent. Donc, je ne pense pas. Il y avait déjà eu des circulaires Jean Zé en 36 et 37, donc ministre de l'Éducation nationale du Front populaire, qui avait à l'époque imposé l'interdiction de toute propagande commerciale, politique et confessionnelle à l'école, justement pour préserver cet espace d'apprentissage. Alors, la propagande, c'est au-delà du signe, bien sûr, hein. C'est un comportement, comme je le disais, mais c'était déjà donc une première volonté de préserver cet espace d'apprentissage d'influences diverses pour garantir le libre arbitre des élèves. Alors, à l'époque, c'était contre surtout le camp réactionnaire et très catholique conservateur qui essayait d'influencer largement au sein des écoles. Donc, je ne pense pas, même si j'entends tout à fait la question. Après, je pense que cette loi aurait sans doute pu être évitée si les publics scolaires étaient pleinement mélangés. Si on avait une totale mixité scolaire, sociale dans tous les établissements scolaires, du fait d'une interactivité importante du coup de ces publics, il n'y aurait pas eu de pression particulière. Les pressions, elles sont nées de groupes homogènes. Quand vous avez une homogénéisation de la population, quelle qu'elle soit, vous avez forcément un repli communautaire et donc une pression de ce groupe vis-à-vis de minorités. C'est assez classique et c'est dans tous les sens, c'est à tout niveau, je veux dire, et pour toute conviction. Et donc, comme on a eu des établissements scolaires peu mélangés avec des groupes qui se sont naturellement constitués, il y a pu avoir des influences fortes qui se sont imposées. Peut-être qu'en effet, s'il y avait une plus grande mixité sociale dans tous les établissements, il n'y aurait pas eu de nécessité à une loi pour demander la discrétion pour éviter certaines influences. Merci beaucoup pour cette position. Alors, il y avait une question très, très Oui. précise qui concerne un territoire en particulier. Pourriez-vous expliquer l'évolution du régime de la laïcité à Mayotte? Oui, alors Mayotte est désormais un département, c'est néanmoins un département un peu spécifique, mais donc qui forcément devait aller vers l'homogénéisation des règles. Il n'y a plus comment dirais-je, de justice islamique distincte de la justice commune. Donc vous aviez des cadis qui avaient toute autorité de manière distincte à l'ordre judiciaire classique français. Désormais, les cadis peuvent toujours néanmoins ont un rôle de médiateur et être consultés par les juges quant à l'application du droit local, parce qu'en revanche, il y a toujours la possibilité pour les Mahorais de choisir entre le droit local, qui est donc dérogatoire au droit commun et à la laïcité, notamment sur des questions de propriété, où vous avez sur place les filles, les femmes qui héritent et non les hommes, enfin les garçons, donc c'est assez différent. Par rapport au sinon le choix avec le droit commun, qui est donc le droit classique de tous les autres départements en France, et donc l'application du principe de laïcité. Donc vous pouvez faire le choix entre le droit local ou le droit commun. Le droit local, ça se limite évidemment aux questions d'ordre privé, familial, et puis le droit commun. Voilà. Merci Et beaucoup. les caddies, Martin. juste, étaient donc avant payés par l'État. Maintenant, ils ne le seront que jusqu'à leur retraite, pour ceux qui restent. Et les nouveaux ne Mhm. sont plus payés par l'État. Ils ne Mhm. sont plus fonctionnaires d'État. Oui, il me semblait entendre peut-être Ingrid sur une autre question. Il y a une question, savoir si vous avez des éléments de réponse sur le port de l'abaya à les sujets de polémique et de débat. En fait, oui et non. L'abaya, en fait, si on s'en tient à la stricte abaya, ce qu'on peut entendre comme stricte abaya et pas l'abaya qui veut juste dire robe couvrante, mais à l'abaya au sens religieux, il y a quand même une vraie notion d'abaya au sens religieux, c'est-à-dire c'est les tenues qui couvrent l'ensemble du corps, une seule tenue qui couvre l'ensemble du corps, sauf les mains et le visage, ce qu'a rappelé comme définition le Conseil d'État. Effectivement, elle rentre dans le cadre de la loi de 2004 parce qu'elle n'est pas portée communément par n'importe qui.
de fait, et elle marque une appartenance. Donc, elle peut être interdite. En revanche, ce à quoi il faut faire attention, c'est les excès, et ce serait d'interdire toute tenue couvrante, lambda, qui est portée ponctuellement et pas tous les jours, et qui pose pas de problème, quoi, ou toute robe couvrante, etc. Donc, il faut faire attention, en effet, à ce que de la baya, on n'interdise pas n'importe quelle tenue que l'on juge un peu trop couvrante ou qui nous apparaîtrait comme religieuse simplement au faciès. Ça, évidemment, ce serait ô combien contestable. Et donc là, le Conseil d'État a validé l'interdiction de la baya parce qu'il a défini ce qu'était justement la baya, et c'est au sens véritablement religieux du terme, au sens où ça ne peut pas être porté communément par n'importe qui. Mais si on couvre d'autres tenues, évidemment, là, ça n'est pas possible. Et quand on a un doute, c'est toujours pareil, il faut voir le comportement. C'est-à-dire que si les élèves portent systématiquement la tenue, c'est un problème. S'ils ne changent pas de tenue, par exemple, pour une activité sportive ou certains travaux pratiques, c'est qu'il y a un problème. Si en revanche, il n'y a pas de problème pour s'habiller autrement, c'est que ce n'est pas un souci. Alors, j'ai une autre question aussi qui concerne l'école, mais en dehors du temps scolaire, sur le dispositif des vacances apprenantes, des colonies de vacances qui se font en partenariat avec l'Éducation nationale, puisque des cours sont donnés pendant ces vacances. Est-ce que les jeunes qui participent à ces colonies de vacances apprenantes peuvent pratiquer leur religion pendant ce temps-là? C'est donc, vous me parlez c'est pendant les vacances, hein, on est d'accord? C'est pendant les vacances, mais ça se fait dans le cadre aussi de l'Éducation nationale qui est partenaire de ce dispositif. Alors, si c'est quelque chose, je ne sais plus quel est le dispositif précis des vacances apprenantes, si c'est quelque chose qui est un service public facultatif, mais néanmoins service public, parce que donc dirigé par l'administration publique de l'éducation nationale, oui, Oui, ce sera les mêmes règles. ouais, c'est financé par les cités éducatives. Alors oui, donc effectivement, dans le cadre des programmes de cité éducative, c'est quand même une politique publique décidée par l'État et organisée par l'État, donc ça reste un service public. Donc effectivement, on demandera, donc les élèves, ils sont en tant qu'élèves, en tant que situation d'élèves scolarisés, et dans ce cadre de la cité éducative, et donc effectivement, ils seront soumis aux mêmes règles a priori. Merci beaucoup. On va pouvoir prendre encore trois questions, je pense, avant de conclure. Oui, Peut-être Ingrid. oui, donc je reviens sur une question s'agissant d'une décision. La Cour administrative d'appel de Lyon a jugé que les parents d'élèves participant aux activités organisées dans les classes sont tenus au respect du principe de neutralité. Quelle application faire de cette décision qui n'a pas été contestée devant le Conseil d'État? Faut-il distinguer des activités ponctuelles d'un engagement pérenne? En fait, effectivement, ça dépend. Là, ce qui a été validé par la Cour administrative d'appel et qui pourrait, à mon avis, l'être par le Conseil d'État, c'est qu'en fait, la personne en question avait une activité pédagogique classique. En fait, c'est comme si elle remplaçait une enseignante, elle délivrait la même activité. Et donc, du coup, de fait, elle a été qualifiée de mission de service public puisqu'elle délivrait cette même activité pédagogique. C'est toujours pareil, c'est la mission qu'il faut analyser. Si la mission est la même qu'une mission de service public classique, c'est qu'effectivement, elle doit être soumise à la neutralité. Après, ça renvoie à un autre problème, c'est qu'on sait que de plus en plus, les parents sont appelés pour aider et que normalement, on ne devrait pas en arriver là. C'est-à-dire qu'on en est à une délégation excessive du service public, y compris de parents qui ne sont pas forcément formés pour ça et qui n'ont pas normalement à avoir d'activités pédagogiques. Ils peuvent avoir des activités ponctuelles d'aide comme les sorties scolaires ou pour ranger une classe ou je ne sais quoi, pour la fête de l'école ou quoi, bien sûr. Mais passer carrément le cap de délivrer une activité d'enseignement, ça c'est quelque chose qui normalement ne devrait pas se faire. Mais si ça se fait, en effet, le parent de fait est dans la mission de service public. C'est pour ça que dans ce cas particulier, ça a été admis. L'une des premières questions concernait les réseaux sociaux. Y a-t-il des règles particulières sur les réseaux sociaux? Enfin, comment s'applique cette laïcité sur les réseaux sociaux? Oui et non, c'est-à-dire que quand on est dans le cadre de réseaux sociaux de la puissance publique, la neutralité s'y applique de la même manière, les propos doivent être parfaitement neutres. Quand vous êtes un agent public aussi, après en revanche, vous avez votre vie privée, vous avez aussi droit à votre vie privée, à votre expression privée sur des réseaux sociaux, mais là encore, tout dépendra de votre présentation de fait, c'est-à-dire que dans ce cas, il faut le distinguer d'un compte professionnel et évidemment ne pas sur votre compte privé faire état de vos engagements professionnels ou pour qu'on ne puisse pas considérer que votre communication sur ce réseau est celle de tel ou tel fonctionnaire, tel ou tel agent public en fonction.
Martin, je me permets de prendre une autre question. Vous avez évoqué tout à l'heure le domaine du sport. Il y a une question justement sur l'équipe de France de football, les joueurs de football sélectionnés qui sont soumis à une obligation de neutralité alors qu'ils représentent le pays et non l'État. Ben, en fait, c'est parce qu'ils sont juridiquement liés à la fédération. C'est-à-dire qu'ils sont sélectionnés par la fédération avec un lien juridique, y compris une partie de leur rémunération, même si elle peut être faible, qui va être faite par la fédération. Donc, c'est pour n'importe quelle sélection de n'importe quel sport, ça peut être plus ou moins fort. Et donc, du fait de ce lien juridique, en effet, bah, ils représentent quand même l'administration publique aussi, en plus du pays et en plus de la population. Et donc, c'est pour ça que ce cas particulier s'explique. Même si, alors à l'époque, avant même que le Conseil d'État ne le juge, l'Observatoire de la laïcité avait dit que sans doute ça allait être jugé en ce sens, mais on était quand même assez, nous-mêmes, on soulignait la fragilité de cela, parce que selon les sports concernés, le lien est plus ou moins ténu, et parfois il y a un lien extrêmement faible en fait avec la fédération. Mais bon, il n'empêche qu'il existe ce lien et donc il y a de fait un lien juridique entre une fédération qui exerce le service public et des joueurs qui sont contractuellement liés à cette fédération. Donc, ils appliquent, représentent le pays, mais aussi l'administration. Merci beaucoup. Alors, je prends la dernière question du chat et puis après, j'en ai eu une qui permettra un petit peu de conclure tout ça. Est-ce qu'un centre de formation en travail social qui bénéficie d'un financement par la région remplit une mission de service public? Ça dépendra. Ça dépendra de quelle formation l'on parle. Vous avez des formations strictement publiques et des centres de formation strictement publics qui forment à des diplômes publics, par exemple, et qui sont en effet une mission de service public. Puis d'autres non, qui sont beaucoup plus privés et purement privés. En fait, le subventionnement ne suffit pas. C'est pas parce que vous avez une autorité publique qui subventionne que votre structure exerce un service public. Comme je vous l'ai dit, quand on a un doute, il faut à la fois que la mission en question ait été décidée par l'administration publique, qu'elle soit organisée par l'administration publique, que ses objectifs assignés soient contrôlés par l'administration publique euh, pour qualifier le service public. Si tout cela n'est pas rempli, ça ne suffira pas à qualifier le service public. Vous avez tout un tas d'associations confessionnelles qui sont très largement subventionnées par l'État, comme le Secours catholique, la CIMAD, etc. Ces associations, d'ailleurs, peuvent parfois être soumises à la neutralité lorsqu'elles ont une délégation de service public, mais pas de manière générale et absolue sur tout un tas d'autres missions. Elles n'ont aucune mission de service public, elles sont confessionnelles elles-mêmes, et donc elles ne sont pas soumises à la neutralité. Ouais, là encore, la distinction semble très importante. Alors peut-être une dernière question qui permet un petit peu de conclure tout ça. On a parlé un petit peu des cas de l'école. Est-ce que à l'école, parce que c'est quelque chose qui revient pas mal sur la scène médiatique, on observe une augmentation, une diminution, une stabilité des atteintes à la laïcité? Et est-ce que, au-delà du cas de l'école, vous pouvez nous dire un mot de ces atteintes à la laïcité? Bon, déjà, ces atteintes à la laïcité, elles sont mal définies parce qu'en fait, dans ces atteintes, vous avez de tout. Vous avez des atteintes à l'égalité femmes-hommes, à la dignité, vous avez de la violence, D'accord. vous avez des suspicions de prosélytisme, ce qui ne veut rien dire parce que soit il y a prosélytisme et atteinte, soit il n'y a pas prosélytisme, il n'y a pas atteinte. Donc, déjà, il faut relativiser cette qualification. L'Observatoire, déjà, à l'époque, avait demandé une définition précise des critères pour dire qu'est-ce qui est une atteinte ou pas. Ça n'a jamais été fait par l'époque par le ministère de Jean-Michel Blanquer. Mais ça, c'est un problème parce que effectivement, on n'a pas de définition très claire, soyons honnêtes. Néanmoins, si on s'en tient uniquement aux atteintes à la laïcité, elles se stabilisent, j'allais dire, mais elles augmenteront là où il n'y a pas du tout de mixité sociale, elles baisseront là où il y en a. Ça, c'est un constat que l'on fait, qui est évident. Quand il y a du débat interactif entre élèves, quand il y a de la pluralité, ben, il y a une baisse de tension. Quand ce n'est pas le cas, il y a un repli sur une communauté donnée et il y a des pressions qui se font. Donc, tout dépend de l'évolution, si je puis dire, enfin, c'est de l'évolution de la mixité sociale. Si vous avez une évolution positive avec plus de mélange, vous aurez une chute des atteintes, c'est évident, et c'est constaté. Ben, Le très problème, c'est intéressant. qu'aujourd'hui, on a encore très insuffisamment de mixité sociale, et parfois même, elle n'est pas, on ne va pas dans le bon sens. Donc, ça, c'est une vraie question. Ouais, ouais, très intéressant de voir ce lien entre mixité sociale et laïcité. Ah oui, oui, on Euh, avait fait une expérimentation en 2015 qui a perduré jusqu'en 2020.
pour créer plus de mixité sociale au collège. Et là où elles ont été menées, partout où elles ont été menées, même si parfois c'est pas facile parce que les parents ont peur de voir le niveau scolaire chuter de leur enfant, etc., ce qui n'est pas le cas quand c'est bien fait. Donc, en jouant sur la carte scolaire, sur l'implantation même des fois du lieu, sur les options offertes, sur l'équipe pédagogique. Bon, en fait, dans tous les cas, au final, on a constaté une chute des atteintes à la laïcité. C'est très intéressant de remarquer ça. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression qu'on a pris quand même beaucoup de questions. Un grand merci pour ces questions. Et ça a permis d'évoquer de nombreux cas concrets. Donc, c'était très intéressant. Merci beaucoup, Monsieur Kaden. Je vous en prie. Vous nous avez répondu avec beaucoup de précision. Encore une fois, l'importance de la distinction, l'importance de la définition, de faire appel à du bon sens et du bon sens juridique. Donc, merci beaucoup. C'était extrêmement éclairant. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette conférence. Je remercie à nouveau tous les membres du collectif pour l'organisation de cette conférence et notamment l'équipe d'itinéraire. Je remercie mes collègues de l'IREV de m'avoir assisté. Je vous partage simplement les dernières informations sur la prochaine conférence du collectif qui sera donc le 21 janvier prochain, le 21 janvier prochain à l'IRTS de Los, avec Rudi Reichstadt, qui est politologue, fondateur du site Conspiracy Watch et qui est expert des questions de conspirationnisme, de théorie du complot, de leur analyse, de fake news. Et on aura donc le plaisir de le recevoir. Voilà, on communiquera et on lancera les invitations là-dessus prochainement. Encore un grand merci à vous, Monsieur Kaden. Je vous en prie. N'hésitez pas pour les participants à retrouver les autres conférences du collectif Ensemble on fait quoi sur le site internet. Et puis vous pourrez retrouver le replay de cette conférence sur ce site internet également prochainement. Un grand merci à toutes et à Merci tous beaucoup. et à bientôt. Merci, Merci. au revoir. Merci à tous, à bientôt. Au revoir.